Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Président Bas, cher Professeur Bouvier, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le temps est effectivement venu de faire la synthèse de cette rencontre. C'est une tâche délicate tant les débats d'aujourd'hui ont été riches. Voici un an, presque jour pour jour, en effet, qu'a été installé le groupe de travail présidé par le professeur Bouvier, chargé de réfléchir aux voies et moyens d'une indépendance financière de l'autorité judiciaire. En ouverture de cette rencontre aujourd'hui, le Premier Président et le Procureur général nous ont rappelé les objectifs initiaux assignés au groupe. À partir d'un état des lieux s'attachant à relever les difficultés de l'organisation budgétaire actuelle, il s'est agi d'examiner les possibilités d'évolution permises par la loi organique relative aux lois de finances au regard du statut constitutionnel de l'autorité judiciaire. 3 points me paraissent donc devoir être relevés en guise de propos préliminaires. L'état des lieux. Nous connaissons la situation actuelle très dégradée des juridictions, amplement rappelée par plusieurs intervenants. Le procureur général, je crois, a eu des mots très forts à ce sujet en parlant de clochardisation de la justice. Je n'y reviens pas. Une première question est de savoir si la seule amélioration du budget est de nature à résoudre les problèmes de la justice. Et à cette question, il n'y a pas de réponse unanime. Pour les uns, l'engagement de l'État d'augmenter le budget devrait permettre d'améliorer significativement l'état de la justice judiciaire, sous réserve de quelques réformes d'organisation dans le cadre existant. D'autres, au contraire, estiment que la crise grave que connaît l'institution ne peut pas se résoudre par la seule voie budgétaire accompagnée de changements d'ordre cosmétique et pointent la responsabilité d'une tutelle administrative ministérielle qui demeure très prégnante et qui tente à relativiser la spécificité de la mission de justice en traitant les services judiciaires à l'égal d'une administration comme les autres. Second point sur lequel je voudrais insister, les possibilités d'évolution permises par la loi organique relative aux lois de finances. Michel Bouvier a rappelé le cadre de travail du groupe qui s'est attaché à dégager des propositions susceptibles d'améliorer l'organisation budgétaire de la justice en harmonie avec notre constitution financière, la LOLF. Les propositions relatives à l'autonomie de décision ne peuvent ainsi s'envisager qu'en lien, et c'est très important, avec la réforme du cadre gestionnaire des juridictions, véritable ossature sur laquelle on doit penser le cadre de l'indépendance financière de la justice. Les 21 propositions du rapport forment donc un tout cohérent. Troisième point, la réforme du financement de la justice ne peut être appréhendée sans tenir compte de son statut constitutionnel. Ce sujet a été au cœur de nos débats, ce matin comme cet après-midi. Il oppose ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de corrélation nécessaire entre l'indépendance juridictionnelle et l'indépendance financière. C'est la position exprimée notamment par Laurent Lemel et Didier Bocon-Gibaud il y a encore quelques instants, et ceux qui, à l'inverse, considèrent que l'une ne se comprend pas sans l'autre. Au soutien des premiers, le Conseil constitutionnel semble en effet restreindre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire consacré par l'article 64 de la Constitution à l'indépendance des juridictions. Parallèlement, le Conseil constitutionnel lie l'exigence d'autonomie financière dont bénéficient les pouvoirs publics à la garantie de la séparation des pouvoirs, de sorte que l'on aboutit à une interprétation de la Constitution qui limite la portée du principe d'indépendance de la justice judiciaire en même temps que celle du principe de séparation des pouvoirs. Face à ce qui ressemble fort, à tout le moins, et c'est une opinion tout à fait personnelle, à une tension dans l'interprétation de ces principes, on comprend le scepticisme de ceux qui pensent qu'en France, certains sont mieux garantis que d'autres au regard des grands principes constitutifs de notre État de droit. On constate ainsi un désaccord total entre les tenants d'un modèle dit français,
ou républicain d'État, que l'on pourrait aussi qualifier de jacobin, en réalité essentiellement un État administratif, qui juge négativement l'aspiration de la justice judiciaire à une indépendance plus complète. Didier Bocon-Gibaud revendique ainsi une justice institution de la République, soumise aux arbitrages gouvernementaux et s'exerçant en interaction avec d'autres services de l'État, et ceux qui entendent mettre en cohérence nos institutions avec les principes tels qu'ils sont inscrits dans la Constitution et non tels qu'ils ont été progressivement interprétés. On pourrait même penser parfois voire vidés de leur substance, et je renvoie ainsi à un débat qui nous a beaucoup agité l'année dernière, le débat sur la liberté individuelle. Car il ne fait pas de doute, selon Alain Lacabarats, que le financement des tribunaux a un lien étroit avec la question de l'indépendance des juges, dans la mesure où il détermine les conditions dans lesquelles les tribunaux exercent leur mission. Au soutien de cette position, l'approche des instances européennes qui lie indépendance juridictionnelle et indépendance administrative et financière, en considérant qu'elles sont indissociables et se renforcent mutuellement. C'est aussi un sujet de préoccupation actuelle des juges francophones et européens. Je renvoie à la déclaration dite de Bruxelles, adoptée par la JUCAF le 10 octobre dernier, et aux travaux du réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne, évoqués ce matin par Monsieur le Premier président. Pour revenir à nos échanges particulièrement riches, dans le cadre de 3 tables rondes, tour à tour animées par Jean-Paul Jean, Patrick Hetzel et Marie-Christine Esclassan, les débats du jour permettent, me semble-t-il, de répondre à la question posée en début de colloque dans les termes suivants. Une plus grande indépendance financière de la justice est possible dans le cadre institutionnel existant, en reconnaissant une véritable autonomie de gestion aux juridictions, ainsi qu'une dose d'autonomie de décision, de nature à associer les institutions de l'autorité judiciaire au processus décisionnel dont elles sont jusqu'à présent totalement absentes. La reconnaissance de ces nouvelles capacités constituerait un socle à partir duquel pourrait se déployer à l'avenir une autonomie financière de la justice, plus ambitieuse, à même de consacrer pleinement son indépendance en interaction avec les autres pouvoirs de l'État. Il s'agira donc de tracer quelques perspectives en ce sens, en tenant compte, comme nous y a invité Jean-Paul Jean, de la finalité des réformes. Alors tout d'abord, je vais évoquer les quelques propositions du groupe de travail telles que nous les avons analysées pendant toute la journée. Ces propositions constituent un socle plutôt qu'un aboutissement. L'objet de la synthèse de nos travaux n'est évidemment pas de rendre compte de toute la richesse de nos échanges, mais de tenter de manière peut-être un peu arbitraire de tracer quelques lignes de force. Je vais tenter de les résumer. Il ne peut y avoir d'autonomie de gestion des juridictions que si leur organisation est repensée dans le sens de la recherche d'une plus grande efficacité et d'une meilleure rationalité au service d'une justice de qualité. Régis van Asbroek a évoqué les multiples entraves à la liberté auxquelles elles sont exposées et s'est lui-même décrit comme un gestionnaire poings liés, bandeau sur les yeux, couteau sous la gorge. L'image est forte. Gilles Acommando s'est quant à lui attaché à nous expliquer l'importance de conduire la réforme de la carte judiciaire des juridictions en simplifiant l'architecture d'ensemble. On a vu combien la tâche est ample. Deuxième point, l'amélioration de l'organisation de la carte n'aura de sens que si elle s'accompagne de mesures de nature à revaloriser la compétence de gestion des juridictions, en encourageant le développement des bonnes pratiques et en assurant uniformément un authentique contrôle de gestion en lien avec les SAR. Troisième point, s'exprime le besoin d'un dialogue de gestion rénové dans le cadre duquel la discussion entre la direction des services judiciaires et les chefs de cour serait fondée sur la mise en perspective des moyens envisagés pour les juridictions au regard des besoins qu'elles auront exprimés pour répondre aux obligations qui leur sont assignées chaque année. Voilà pour l'autonomie de gestion. On a relevé aussi tout au long de la journée un parfait consensus pour approuver le principe d'un projet de loi de programmation pour la justice, actuellement en cours d'élaboration
et pour soutenir la proposition de loi déposée au Sénat par le président Philippe Bas, tendant à sanctuariser les crédits de la justice judiciaire. Le soutien à l'idée d'un projet de loi de programmation pluriannuelle pour la justice ne va toutefois pas sans une certaine vigilance, dès lors que la loi ne saurait se limiter à financer de nouvelles orientations politiques sans prendre en compte aussi les besoins réels exprimés par les juridictions du premier et du second degré, résultant des charges liées à l'adoption régulière de nouveaux textes. La sécurisation des crédits de la justice judiciaire, c'est-à-dire l'exemption des mesures de régulation budgétaire, fait également l'objet d'une large adhésion. Elle est à la fois considérée comme la conséquence logique du principe d'indépendance de la justice et comme une mesure d'égalité, de justice pourrait-on dire, dès lors qu'à un titre ou à un autre, la justice constitutionnelle, comme les juridictions administratives et financières, en bénéficient déjà depuis plusieurs années. Florence Peybernes a rappelé à ce sujet que le Sénat a demandé dès 2005 l'égalité de traitement au bénéfice de la justice judiciaire. Ces propositions, qui touchent directement au financement de la justice, visibilité sur le long terme et dans l'année d'exécution du budget, peuvent être considérées comme des mesures indispensables pour assurer à la fois une gestion normale et sans à-coups dans les juridictions, et constitueraient un point d'appui à des propositions reconnaissant une part d'autonomie de décision. Nos débats d'aujourd'hui reflètent à nouveau les différentes sensibilités au sein du groupe quant à la portée de l'autonomie de décision que les magistrats souhaitent voir reconnue à l'autorité judiciaire. La proposition de séparer la mission justice en deux missions distinctes, l'une regroupant les crédits de la justice judiciaire, la seconde réunissant les crédits nécessaires à l'administration de la justice, se situe dans la même démarche que l'objectif de sanctuarisation. Sa mise en œuvre devrait permettre d'identifier plus facilement les crédits dévolus à l'autorité judiciaire et d'en assurer l'intégrité en modifiant pour ce faire les dispositions de la LOLF. Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ont souligné l'un et l'autre l'importance qu'il convient d'accorder à la création de ces deux nouvelles missions. Sur ce sujet également, des craintes se sont exprimées quant à la distance que la création de deux missions distinctes pourrait introduire entre le ministère public et l'administration pénitentiaire. Catherine Pignon s'en est ainsi fait l'écho. Si cette réforme devait être engagée, il appartiendra bien évidemment au ministère de la Justice, qui assumera la responsabilité du nouvel ensemble, de s'assurer que la nouvelle architecture budgétaire de la justice ne remettra pas en cause le lien parquet-administration pénitentiaire. De même, la proposition d'instituer un dialogue de décision entre la chancellerie et les conférences de chefs de juridiction sur les orientations budgétaires retenues par le gouvernement pour le financement de la justice judiciaire devrait permettre d'instaurer une véritable discussion sur les moyens susceptibles d'être alloués en année N+1 aux cours et tribunaux. L'intérêt en est double. Il associe au processus budgétaire les juridictions en amont de la préparation de la loi de finances, tout en confortant le ministre de la Justice dans les négociations qu'il est appelé à conduire avec le ministre des Finances. Venons-en maintenant aux perspectives. Quelles perspectives pour quelle finalité ? Nous avons beaucoup évoqué la proposition de confier au Conseil supérieur de la magistrature une nouvelle compétence d'avis en matière budgétaire, tant sur le projet de loi de finances de l'année qu'au stade de la loi de règlement, ainsi que celle de lui reconnaître la qualité de pouvoir public dans le cadre de la mise en œuvre d'une dotation conformément à l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances. Je renvoie ici à l'intervention de Jean-Pierre Camby il y a quelques instants. Par ces deux propositions, le groupe de travail a affirmé l'importance de reconnaître une plus grande indépendance financière aux institutions de la justice judiciaire, en ligne avec les travaux du réseau européen des conseils de justice qui affirme l'importance de la consultation des conseils de justice lors de la préparation du budget des juridictions. L'idée de la reconnaissance d'une nouvelle compétence d'avis au CSM fait l'objet d'un large consensus dont les débats d'aujourd'hui rendent bien compte. Il s'agit de permettre au Conseil de se prononcer en toute connaissance de cause chaque année sur les moyens que le gouvernement envisage de consacrer à la justice. Le CSM, qui concourt à la garantie de l'indépendance de la justice, doit être consulté et autorisé à faire part publiquement de son avis sur l'allocation des moyens envisagés.
Avec le dialogue de décision, il s'agit de s'assurer que les institutions de la justice judiciaire sont consultées sur la préparation du budget les concernant. Peut-on aller plus loin ? C'est là que surgissent les désaccords sur ce qu'il est possible d'envisager au regard des mutations en cours. Les deux modèles d'administration de la justice, Cour suprême et Conseil de justice, sont à ce jour étrangers au modèle judiciaire français, mais pas à la juridiction administrative dont l'organisation correspond indubitablement au premier modèle. Nous avons fait le constat, au sein du groupe de travail, que leur acculturation supposerait un changement du regard porté par une large part du corps politique comme de la haute administration sur notre justice. Le modèle Cour suprême repose sur le lien entre l'exercice de l'activité juridictionnelle, de laquelle relève le contrôle de la qualité des décisions de justice des juridictions, et la détermination des moyens dont ont besoin les juridictions du fond. Il postule que la Cour suprême soit dotée d'une très large autonomie budgétaire pour elle-même, mais également pour les juridictions qui lui sont rattachées et dont elle garantit l'indépendance. Dans ce cadre, la Cour suprême est l'interlocuteur naturel du Parlement pour discuter des moyens budgétaires de la justice. C'est une situation que l'on retrouve dans nombre de pays européens. Au-delà de la complexité relative d'une telle structure, une partie des intervenants estime toutefois que ce modèle est prématuré et n'est pas véritablement adapté à la justice judiciaire, en invoquant la culture d'autonomie des juridictions du fond à l'égard de la Cour de cassation. Par ailleurs, ce modèle remettrait en cause le lien privilégié avec le ministre de la Justice, perçu comme le porteur de la légitimité démocratique procurée par sa responsabilité devant le Parlement. D'autres intervenants soutiennent en revanche le bien-fondé de ce modèle au regard des problèmes structurels que connaît la justice judiciaire. Il s'agirait en conséquence de conduire une réforme radicale du mode d'administration de la justice en renforçant l'intégration du système juridictionnel autour de la Cour de cassation. Pierre Delmas-Goyon le perçoit comme un gage de qualité, notamment dans l'hypothèse, un peu provocatrice, il est vrai, d'une fusion de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État. Quant au modèle du Conseil de justice, il se distingue du précédent, en ceci qu'il dissocie l'indépendance juridictionnelle et l'autonomie administrative et budgétaire. Le Conseil de justice s'affirme dans ce schéma cohérent comme le garant d'une conception exigeante de la séparation des pouvoirs, dès lors qu'il implique que la justice s'autogère par ses propres organes et s'appuie sur une administration propre. Soraya Amrani-Mekki a tenté, il y a quelques minutes, à partir des expériences européennes, de tracer les pistes d'évolution du CSM en ce sens. Le chemin est encore long, nous le savons, mais c'est une question de volonté politique. Pour conclure, une justice complètement indépendante du pouvoir exécutif, dans ses moyens de fonctionnement et de financement, serait-elle pour autant hors sol ? Ne serait-ce pas simplement la traduction du principe de séparation des pouvoirs et finalement la simple reconnaissance à la justice judiciaire de ce que l'on a accordé aux autres ordres juridictionnels et de ce qui est considéré comme une évidence dans nombre de pays qui nous sont proches. La réforme d'ampleur que constituerait l'évolution vers l'un ou l'autre des modèles ne peut toutefois être envisageable que par un changement radical d'approche de l'institution judiciaire qui s'exprimerait par l'acceptation par nos gouvernants d'un authentique pouvoir judiciaire, peu importe le nom, pourvu que la substance y soit. Cette reconnaissance ne serait-elle pas le signe d'une démocratie accomplie, en phase avec l'évolution du monde contemporain, un monde en transition, ainsi qu'il a été souligné largement à l'ouverture de nos travaux, dans lequel la justice doit avoir toute sa place. Je vous remercie.